Moi, toutes les fois que je vois un médecin avec ses mains sur son clavier, je me dis que c'est du temps gaspillé qui pourrait être en train de traiter quelqu'un Ouais. si on l'outillait convenablement. C'est non seulement du temps gaspillé quand on écrit sur notre clavier pendant nos consultations, mais c'est aussi, puis ça je le réalise en rétrospective, un moyen manque de respect envers nos patients. Tu sais, moi, pendant 6-7 ans, là, j'ai tapé constamment pendant que je voyais mes patients. Je tapais, je regardais mon écran, je regardais le patient. Je n'avais pas mon cerveau à 100% sur le patient. Puis là, l'affaire qui disons, prend le plus de place en termes d'IA en médecine, c'est les scribes AI. C'est des logiciels qui font une transcription des rencontres entre les médecins et les patients, fait que le verbatim au complet, et qui après fait une passe dans un LLM, puis nous formate une belle note selon nos préférences, selon les critères du collège. Comme ça, on n'a pas à soit taper pendant, soit taper après. Parce qu'il y a bien des docteurs qui font du pajama time. C'est l'heure d'ouvrir grand les esprits dans ce jeu d'idées où tout s'allie. Les mots s'envolent en un tourbillon. Bienvenue sur Dialogue, attention. Tout devient clair quand les têtes s'allument dans un clash d'idées qui se rassemblent et se résument. Dialogue avec éclat dans chaque échange, l'écran brille, chaque mot dérange. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis avec Dr Samuel Garot-Lajoie. Écoute, Samuel, j'ai l'impression de te connaître. Tu es comme un genre d'ami LinkedIn, mais c'est la première fois que je te vois en vrai. Donc, super content de faire ta connaissance. Donc, moi, je te connais, mais peut-être qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas. Donc, est-ce que tu peux faire une petite intro rapide sur qui tu es? Oui, avec plaisir. Fait que ça me fait souvent ça en passant. Hein. Tu sais, je t'ai vu sur LinkedIn, mais on se connaît pas vraiment. Je pense que j'ai quand même une certaine visibilité. Mais dans le fond, moi, je suis un médecin de famille. Je travaille au Québec depuis 7-8 ans. Puis depuis les 2-3 dernières années, là, avec l'avènement de ChatGPT, le Generative AI, je suis un peu tombé là-dedans, en fait, au complet. Là. Puis là, j'en suis un peu à apprendre, me former là-dessus, mais aussi former mes collègues. Il y a un gros besoin. Puis il y a un gros besoin aussi au niveau de la société de un peu révolutionner nos soins de santé. Puis l'IA, c'est un très bon véhicule pour ça. Fait que c'est un peu ma mission de vie à l'heure actuelle. Ouais, cool. Ben écoute, je pense qu'à un moment donné, sur un commentaire, puis c'est là que j'ai fait comme, OK, Samuel, il est pas con, là. C'est que j'avais emmené l'argument quelque part de dire le seul moyen que l'État-providence va être capable de subvenir aux besoins de la population, c'est s'il embrasse l'intelligence artificielle. Puis là, t'avais abordé dans le même sens. Puis en passant, je crois pas que c'est juste les gens qui sont d'accord avec ce que je dis qui sont intelligents. Il y a plein de gens pas d'accord avec ce que je dis qui sont intelligents. D'ailleurs, je suis même pas d'accord avec tout ce que moi j'ai dit dans ma vie. Donc, en tout cas, C'est bien ça normal. straight. On évolue puis on change sans cesse. Puis que si tu invitais juste des gens intelligents, ça serait plate. Moi, je me prétends pas bien intelligent. C'est pour ça que j'utilise autant l'IA pour me supporter puis m'aider. Parce que le cerveau humain, c'est très faillible. Fait que d'avoir une petite structure en arrière qui nous soutient, là, c'est très plaisant. C'est généralement Ouais. aidant. Ouais. Je sais pas pour toi, mais moi, je sais que mon cerveau travaille vraiment différemment depuis que je suis rendu dépendant à l'IA. Il y a vraiment des tâches cognitives que si, tu sais, de la même manière qu'on se souvient plus des numéros de téléphone Mhm. à cause des cellulaires, tu sais, mais il y a plein de tâches cognitives que je considère comme indignes de moi, en voulant dire elles ne valent plus mon jus de cerveau Yep. et ce serait du gaspillage de les faire. Clairement. Puis moi, il y en a des exemples comme ça. Dans mon quotidien, il y en a plein, mais dans ma pratique aussi, maudit qu'il y en a. Parce qu'il y a tellement de choses de temps qui est perdu en paperasse, écrire des affaires, rédiger des courriels, remplir des formulaires. Ah, que l'IA est bon là-dedans, puis que c'est un soulagement d'avoir de l'aide pour faire ces tâches Ouais. ingrates et dénuées de sens. Ah, tellement, tellement. Puis écoute, c'est drôle parce que je viens de faire une corrélation entre toi et moi. Moi, c'est l'IA m'a emmené. Tu sais, moi, la moitié de ma vie, c'est de l'IA, puis l'autre moitié, c'est de la médecine. Je suis pas médecin, mais je suis dans un start-up américain qui fait de la psychiatrie par intelligence artificielle. Mhm. Puis donc, mais de formation, je viens du monde tech. Toi, de formation, tu viens du monde de la santé. Puis là, t'es l'IA. Fait que toi aussi, t'es un peu On a comme un peu l'inverse, ouais. moitié-moitié, On là. finit par se rejoindre. Ouais, ouais. C'est ça. Mais t'es pas mon nemesis, là. Donc, Ah on est non, mais correct, non. là. Ah non, On est cool. je peux être ton Euh, sidekick si tu veux. C'est bon. C'est bon. Puis, un des. Tu sais, j'ai fait un post, là, 2 semaines à peu Mhm. près, là, qui a eu au-dessus de 45 000 vues à propos du système de la santé. Puis, ça a fait un petit peu de polémique par rapport à ça. Puis, tu sais, j'avais vu l'ordre une semaine avant, ou 2 semaines avant, qui disait il manque 2000 médecins au Québec. Puis, tu sais, moi, je pense que c'est pas vrai. Je pense que si on est capable d'enlever toutes les tâches administratives plates,
puis si on est capable de leverager les médecins avec l'IA, ben, il en manque plus de médecins. Tu sais, pareil pour la DPJ. Moi, j'ai des amis qui sont familles d'accueil dans la DPJ. Je vois le temps de ces anges des employés de la DPJ qui travaillent tellement fort, Pas facile. mais qui gaspillent 2 à 3 ou 4 jours par semaine en cours. Ah oui. Puis Ah oui. à faire la paperasse et tout. Le temps... Moi, toutes les fois que je vois un médecin avec ses mains sur son clavier, je me dis que c'est du temps gaspillé qui pourrait être en train de traiter quelqu'un si on l'outillait convenablement. C'est non Fait que, seulement- regarde, je vais te faire une grosse passe, là. oui. Vas-y, roule là-dessus. C'est non seulement du temps gaspillé quand on écrit sur notre clavier pendant nos consultations, mais c'est aussi, puis ça je le réalise en rétrospective, un moyen manque de respect envers nos patients. Tu sais, moi, pendant 6-7 ans, là, j'ai tapé constamment pendant que je voyais mes patients. Je tapais, je regardais mon écran, je regardais le patient. Je n'avais pas mon cerveau à 100% sur le patient. Puis là, l'affaire qui, disons, prend le plus de place en termes d'IA en médecine, c'est les scribes AI, c'est les scribes qui vont... C'est des logiciels qui font une transcription des rencontres entre les médecins et les patients. Fait que le verbatim au complet, autant ce que le médecin dit que ce que le patient dit, hein, les deux, et qui après fait une passe dans un LLM, un grand modèle de langage, puis nous formate une belle note selon nos préférences, selon les critères du collège. Comme ça, on n'a pas à soit taper pendant, soit taper après. Parce qu'il y a bien des docteurs qui font du pajama time. Le pajama time, c'est pas le fun, là. Le pajama time, c'est d'avoir ton laptop sur les genoux quand tu es chez vous, une fois que tes kids sont couchés, puis d'écrire tes notes, gérer tes labos. Tu sais, ça, une fois que tu utilises un scribe IA, que quand ton patient il passe la porte, ta note est faite, il n'y en a plus de ce temps-là. Là. C'est une grande révolution. Moi, ça me permet de voir quelques patients de plus par jour. Ça libère... Il y a une étude qui a été faite en Ontario par Ontario MD. C'était 150 médecins et IPS qui libéraient 1 à 2 heures par jour chez des gens qui n'avaient aucune expérience à utiliser ces logiciels-là. Donc, from day one ou dans la première semaine qui s'en sont servis, c'est des outils ultra simples. Là. Tu pèses sur un piton. Excuse. Tu pèses sur un piton, puis ta rencontre est transcrite. Ouais. Il y a des gens qui s'opposent à ça. C'est sûr qu'il y a des gens qui s'opposent. Je vois pas comment. Je vois pas aucune raison logique. Peut-être ils vont dire l'éthique, l'environnement, la sécurité des données. Mais je vois pas quel argument il emmène pour s'opposer à ce qu'un médecin soit capable de voir 2 à 3 patients de plus par jour. Ouais. Disons, les critiques qu'il peut avoir face à ces logiciels-là, mettons de Scribia, ça capture les données, mais la transcription, ben après ça, il faut que le médecin la relise. Puis il faut qu'il s'assure qu'elle est factuelle, qu'elle est complète, qu'il ne manque pas d'informations, qu'il ne manque pas de détails. La médecine, ça attire bien des gens qui ont des TOC, là, des troubles obsessionnels compulsifs, où il faut que tout soit fait d'une certaine façon, vraiment sans dévier. Puis ben, de confier à la machine la tâche de faire ce que toi tu fais avec application depuis des années, à écrire ta note parfaite dans les mêmes standards, il y a des gens qui ont de la misère avec ça. Par contre, ces gens-là, c'est eux qui souffrent le plus de faire ça. C'est les gens qui passent des heures et des heures et des heures, une fois que leurs patients sont sortis de leur bureau, à faire des belles notes parfaites, incroyables, avec vraiment tous les détails dans le bon ordre structuré. Eux autres, là, c'est sûr qu'ils sont épuisés. Là. Donc, c'est un peu paradoxal que ceux qui en bénéficient le plus, c'est un peu ceux qui sont les plus durs à convaincre. Mais tu vois... Hier, j'enregistrais un autre podcast, là, donc je sais pas dans quel ordre ça... je vais essayer de respecter l'ordre. Donc, dans le fond, le podcast juste avant toi, Samuel, c'était dans le domaine artistique. Et puis, il m'avait dit, off the record, là, une fois que l'enregistrement était fini, que les gens qui ont vu, puis j'aurais dû le garder, là, c'est que les gens qui s'opposent à l'IA dans les heures, c'est ceux qui sont obsédés par la technique. Donc, c'est pas ceux qui sont obsédés par le désir de résultat, tu sais, de sortir de leur tête, de créer qu'est-ce qu'ils ont envie de créer. Mais c'est exemple, le photographe là, qui est en argentique, là, ben pour lui, la photo, là, c'est en argentique. Argentique. Je sais pas, c'est trop proche de l'IA dans mon cerveau, ma base de données vectorielle, elle connecte ça tout proche. Là. Mais donc, tu sais, alors que depuis qu'on a le numérique, tu peux faire tellement plus. Puis là, il y a probablement quelqu'un qui aime le old school qui fait « Ah non, c'est blasphématoire, qu'est-ce que David vient de dire. Donc, ça rejoint à ce que tu dis, que les gens qui sont obsédés par les belles notes, c'est comme « Non, la société préfère 2 patients de plus par jour que des super de belles notes. » Qui, au final, servent à garder la mémoire, garder l'information, refléter ton jugement clinique, mais ça n'a pas besoin de faire 8 pages tout le temps. Là. Ça peut être un peu raccourci dans les coins.
Mais, tu sais, puis même à ça, je veux dire, ultimement, tu peux quand même garder le transcript de la conversation au grand complet, si tu veux, dans les bases de données ou la loi Non, l'interdit? non, mais en fait, les logiciels de script actuellement flushent complètement les verbatims après 48 heures pour la plupart. Parce que Ouais. tu sais, de garder tout ça dans le dossier médico-légal, c'est un peu Ben, c'est que les médecins ne mal voudront vu, pas. là. C'est que les médecins ne voudront pas. Oui puis Ouais, non, mais en tout cas, c'est en ça. ce moment, le fait est que les verbatims sont éliminés, fait qu'il reste juste les notes au final, donc c'est pas quelque chose à quoi on va Ouais. pouvoir tu sais, se référer par après. C'est considéré comme si j'avais pris des notes pendant ma rencontre, mettons. Tu sais, l'audio Ok. verbatim, c'est comme si pendant que mon patient me parlait, je griffonnais sur un papier. Ben, ce papier-là, il fait pas partie du dossier médical. Il sert juste d'outil d'aide-mémoire à ensuite faire la note. Fait qu'il Oh, il est oui. disposable. Puis, Puis, tu sais, je veux dire, poursuivre un médecin au Canada, c'est de quoi d'à peu près impossible, là, mais aux Ouais, États-Unis, c'est de quoi d'extrêmement facile, là. Ça, puis aller au dépanneur, c'est à peu près la même affaire. ouais. Puis, tu sais, je suis très familier de par ce que je fais, par le Mhm. désir de défense des médecins. Donc, c'est sûr que t'as pas envie d'avoir l'enregistrement au cas où pendant la session, il s'est dit quelque chose que t'aurais échappé, puis que C'est après, ça, la mal. famille peut Ouais, prendre ça puis l'utiliser contre toi. ouais, Fait que clairement. je comprends ça, c'est comprenable. Ouais. Tu vois, nous, dans l'OMD, tu sais, j'ai créé un agent qui assiste le psychiatre, puis qui écrit au patient tous les jours, qui ramasse le mot du corps, de comment le patient va et tout. Puis ce qu'on entend des psychiatres, c'est qu'on a réhumanisé la pratique. Oui, 100%. Parce qu'il y a plein de choses plates, il y a plein de choses plates qu'on peut faire avant Oui, pour que le temps entre le médecin et son patient, ce soit un temps de connexion comme les médecins des années 70-80. certain, certain. Puis ça, Donc, tu sais, c'est c'est... même pas de l'IA, tu sais, c'est juste du numérique. Moi, je fais ça, mes suivis, mettons, santé mentale, là, d'envoyer un questionnaire pré-rencontre à remplir. Tu sais, on a des échelles, là, tu connais sûrement comme PHQ-9, puis des scales, là, Ouais, des ouais, échelles de ouais, symptômes anxieux ou dépressifs. ouais, C'est plate en maudit ouais, remplir ça avec le patient. Là. Il est bien capable de le lire d'avance, cocher les cases, puis de me le retourner tu sais, dans mon dossier électronique. Fait que oui, ouais, ouais. clairement, de pouvoir connecter, discuter, puis parler plutôt que, bon, ben, on va passer les 12 questions ensemble. Est-ce que c'est un peu beaucoup, très... c'est sûr que ça réhumanise. Puis tu sais, juste comme ce que je te disais, de taper sans arrêt, d'être distrait sans arrêt, versus m'asseoir dans ma chaise, là, puis regarder mon patient. Moi, ça a été... Il y a un avant puis Ouais. un après. Là. Juste ça, le scribe, là, c'est un sac à dos de roche qui m'est enlevé de ses épaules, que j'ai pu à tout retenir. Parce que aussi, tu sais, moi, je suis médecin de famille. Là. Puis quand mes patients viennent me voir, c'est pas un problème par rendez-vous. Là. C'est tout... Tu sais, j'ai pas de limite, malheureusement. Là. Je devrais peut-être. Mais tu sais, si le patient arrive et il y a 7 problèmes à adresser, je vais adresser les 7. Mais une fois que la rencontre est finie, avant, ben, donc le cinquième, là, c'était quoi donc? Puis il avait mal au genou depuis combien de temps? Puis qu'est-ce Ouais, qu'il avait essayé? Tu ouais, sais, de ouais, garder ouais. cette information-là en mémoire, ça prend du jus de cerveau en maudit. Puis mes collègues me le disent, là, quand tu passes au scribe, à la fin de ta journée, t'es pas mal moins brûlé. Tu sais, t'as plus de jus Ah, officiel. cognitif. Officiel. Puis, tu sais, moi, je vois le jus cognitif, ça me fait penser un peu à la fenêtre de contexte des modèles. Mhm. Donc, tu sais, plus que tu en rentres dans ta fenêtre de contexte, les informations qui étaient plus loin, ben, t'en échappes parce que c'est Mhm. rendu trop loin dans ta mémoire. Ouais. Donc là, tu as deux options. Tu fais ton travail à la botch ou tu reloads tout le contenu qui est de refaire le travail. Tu sais, je fais un peu de consultation on the side, puis je vais toujours travailler rapidement après d'avoir rencontré mon client parce que si je laisse 2, 3 semaines s'écouler, oui, j'ai mes notes, mais il faut que je refasse un download du projet dans ma tête, ce qui est travaillé 2 fois. C'est clair. Puis nos médecins, on en a tellement de besoin, on veut pas les faire travailler 2 fois sa même job. Ouais. C'est un non-sens. Ouais. Moi, quand les gens Est-ce que m'arrivent... tu utilises... Ouais, vas-y. Ah, vas-y. Ouais, je voulais dire, dans le fond, quand les gens Ouais. m'arrivent avec tu sais, des préoccupations tu sais, que je trouve, mettons, je trouve un peu triviales, tu sais, les scripts, mettons, au Québec sont super certifiés, super tu sais, cybersécuritaires, tu sais, les données sont éliminées, tout ça. Puis ils sont comme, ah, mais non, la sécurité des données, tu sais, j'ai trop peur. Je pose à ça un peu le fait que, ben, comme soignant, on a un devoir de soigner une population. Puis là, notre population au Québec, on n'est pas capable de la soigner au complet. Puis il y a des outils qui nous Mhm. permettent d'accélérer puis de nous rendre plus efficients. Fait que même d'un point de vue déontologique, là, parce que le collège ne sont pas prononcés, là, mais de se priver d'outils qui te permettent de travailler plus efficacement tu sais, au détriment finalement de la population, ben, c'est questionnable. C'est questionnable de s'en passer. C'est un peu mon take. Écoute,
On s'est jamais parlé avant, donc ce que je vais te dire, ça t'implique pas du tout. Fait que Vas-y, si l'ordre n'est pas shoot. contente, venez sur moi, pas sur Samuel. S'il vous Moi, je plaît. pense que l'ordre des médecins, c'est le syndicat des médecins. Le Je collège. pense que l'ordre des infirmières, c'est le collège, puis On peut... tu sais, Je peux le peut-être barreau, c'est le syndicat des avocats, te puis ainsi de diviser... suite. Là. Je crois pas qu'ils sont là pour protéger la population, j'y crois pas. Le Collège des médecins est définitivement là pour protéger la population. Les fédérations médicales sont définitivement des syndicats. Deux choses séparées. Puis le collège, Ok. tu sais, pour dire des choses quand même positives là, sur mon ordre, là, dans les dernières années, tu sais, le décloisonnement des professions puis de permettre aux autres professionnels de la santé de contribuer sont bien bons. Là. Tu sais, ils font des bonnes affaires à ce niveau-là. On n'est plus dans le corporatisme puis dans la protection. Puis non, tu sais, on veut pas manquer de job. Hey, s'il y a un médecin qui pense qu'il va manquer de job, là, ça n'arrivera pas. Là. Fait qu'on... C'est Ah, c'est bon, parenthèse, écoute. là. Le Collège des médecins, il est pas trop protectionniste, il est très protection du Excuse-moi, public. mais écoute, sais-tu quoi? Je m'excuse de ce que. Puis regarde, c'est pour ça que j'ai créé ce podcast-là. C'est pour ça qu'il s'appelle Dialogue. Yes. Parce que en s'écrivant des commentaires sur LinkedIn, je serais jamais arrivé aussi rapidement à rapprocher mon point de vue du tien. Puis de me dire, sais-tu quoi? C'est vrai, il y a la fédération d'un bar, Oui. il y a l'autre truc là. Puis, tu sais, et aussi, j'ai fait l'erreur de mettre dans le même panier les notaires, les ingénieurs, les comptables puis les médecins. Parce que, tu sais, la Chambre des notaires, qui permet pas, exemple, de signer un acte notarié à distance, tu sais, le bout pour le public, c'est questionnable. Mais bon, revenons à la médecine. Est-ce qu'il y a d'autres comme nous, je sais, un des trucs qu'on fait dans Holo, c'est qu'on va détecter les sentiments négatifs par rapport à la médication là, des patients qui sont suivis psychiatriques. Donc, tu sais, grosso modo, c'est comme si le psychiatre textait son patient tous les jours pour dire « Hey buddy, comment tu vas aujourd'hui? » Ce qu'on aimerait super gros que les médecins puissent faire, mais tu sais, je te verrais mal texter tous tes patients tous les jours, voir comment ils vont. À Fait que c'est le genre de truc qu'on 1200, peut- j'aurais le téléphone qui sonnerait beaucoup. Hein. Ben, c'est ça. Ça prendrait une batterie externe C'est ça. pour fournir ton téléphone. Mais l'idée, c'est que je pense que l'IA peut faire ça. L'IA peut élever le niveau de soins. Si un jour, on va être capable de bâtir des stations spatiales, puis des bases sur d'autres planètes, on a besoin des robots pour le faire, on a besoin des IA pour le faire. C'est pas nos techniques avec nos membres de l'APCHQ puis de la FTQ qui vont aller bâtir de quoi ça Lune sur Mars. T'sais. Ça va être des robots qui vont le faire. Donc, comment tu vois l'IA dans ta profession être capable d'augmenter le niveau de soins ou encore est-ce que tu sers parfois des modèles pour t'aider parce que c'est une base de données vectorisée de la façon que ça fonctionne, c'est trouver des liens entre des choses, un peu comme le travail d'un médecin qui est trouver des liens entre les symptômes, puis en même temps, tu t'appliques des probabilités sur qu'est-ce que tu penses que ton patient a, de la même manière qu'un LLM peut le faire. Tu as lu les mêmes papiers que moi par rapport à la précision de ces outils-là, par rapport à l'empathie de ces outils-là. Est-ce qu'on est là en 2025? Est-ce que les médecins les utilisent aujourd'hui en 2025 ou pas encore? Non, pas de cette manière-là. Puis, mais, tu sais, c'est appelé à arriver. Puis, tu sais, d'ici quelques années, certainement qu'on va intégrer ça davantage. Mais en ce moment, le fait est que les meilleurs modèles, ben, tu sais, c'est quand même les gros modèles généralistes qui sont pas d'usage vraiment médical. C'est-à-dire que pour utiliser quelque chose qui m'aide dans mon diagnostic, je suis un peu contraint par Santé Canada à utiliser des logiciels qui sont homologués comme des software as a medical device. Puis si je prends quelque chose qui ne l'est pas et que je me trompe, ben, c'est une grosse faute grave que j'ai fait. Ce qui manque pour que dans les quelques années qui viennent, on puisse utiliser, déployer toute la puissance de l'IA, c'est un petit peu de lubrifiant, mettons. De lubrifiant qui va permettre de dire cet outil-là a été vérifié, validé par entité quelconque. Ça peut être des médecins indépendants, ça peut être des groupes de recherche. Ça, oui, c'est bon, OK, go, servez-vous-en, puis que ça soit rapide, que ça prenne pas 5 ans puis 6 ans. Parce qu'en ce moment, ce que je vois de moi puis de mes collègues, ben ça a l'air très cool, tous ces outils-là, mais comme on a-tu le droit de s'en servir? C'est-tu correct de s'en servir? C'est-tu conforme? Mais là, attends, aide-moi à comprendre quelque chose. Là. Tu sais, moi, comme je t'ai dit, je suis un On a pas illettré, là, j'ai juste 3 lettres après mon nom. Là. J'ai de la difficulté à comprendre qu'avec ta formation puis toute la confiance qu'on met dans nos médecins, qu'on ne considère pas que tu as le jugement approprié pour utiliser les outils que tu as envie d'utiliser. Donc, exemple, parce que MedPalm 2 de Google, c'en est un. Là, par rapport à la distribution et comment il est accessible, c'est un autre débat. Là. Mais ça veut dire tant qu'il n'est pas homologué par Santé Canada, même avec ton jugement professionnel, tu n'as pas le droit de l'utiliser? Pour de l'aide au diagnostic, c'est
pas si clair. Puis, tu sais, tu comprends que ces standards-là, là, ils datent de là, quelques années. Tu sais, c'est pas des choses qui ont été bien updatées, vraiment tu sais, en lien avec l'AI ou avec tu sais, le machine learning. Tu sais, ils ont des classes, puis tu sais, il y en a des plus simples, puis il y en a des moins simples. Puis tu sais, les scripts sont exclus de ça parce que c'est considéré comme des outils administratifs, juste pour écrire des notes. Mais dès que tu tombes dans le poser un diagnostic ou conseiller un traitement, c'est considéré en ce jour, en 2025, optimal que ce soit des outils validés. Ensuite, tu sais, les médecins, ils utilisent up-to-date. Ils utilisent des sites web, ils consultent des références, consultent des livres. Toutes ces choses-là ne sont pas des outils homologués, mais qui nous aident dans le diagnostic. Fait que là, vu qu'on a comme une nouvelle patente qui est genre un software, mais qui est aussi genre un moteur de recherche, qui est aussi comme un agrégateur de contenu, c'est comme une nouvelle patente qui n'a pas encore été rentrée dans la bonne petite boîte que les gens prudents vont ne pas utiliser pantoute. Puis les gens un petit peu plus, mettons, innovateurs vont utiliser, mais avec précaution, mettons. T'sais, moi, je peux me servir de grands modèles de langage des fois pour bandir des idées en faisant attention de jamais rentrer d'informations qui permettraient d'identifier le patient. Là, mais on est dans une situation en ce moment où il manque un petit peu d'encadrement. Puis moi, je suis pas pro, on réglemente tout, là, mais il manque un petit peu de cadre pour ces outils-là au Québec pour qu'on puisse s'en servir facilement. J'ai mentionné tantôt Ontario-MD qui avait fait une étude, là, ces scribes. Ontario-MD, c'est la meilleure affaire au monde. Ça nous prend ça au Québec. C'est une gang de médecins qui évaluent les outils technologiques puis qui s'assurent qu'ils sont bons, conformes, qui aident les cliniciens, qui s'intègrent bien dans les workflows des médecins. Puis après ça, ils disent « OK, let's go, servez-vous-en. » Puis ils ont un système de peer leaders, fait que des médecins full techno qui vont dans les cliniques des autres puis qui leur disent « Hey, moi, je me sers de ça, ça m'aide beaucoup, voulez-vous que je vous montre? » On n'a rien de tel au Québec. Puis ça paraît. Parce que nos outils technologiques, à date, ils font que nous ralentir. Et puis, est-ce que tu sais pourquoi on n'a pas ça? C'est une bonne question. Si je regarde Ontario-MD, c'est fundé par le ministère de la Santé de l'Ontario. Fait qu'ils ont un budget récurrent de plusieurs millions. Clairement, au Québec, en ce moment, il n'y a pas de tel budget, encore moins pour des médecins, vu le climat politique. Fait que, ça prend un funding quelconque, que ce soit le gouvernement, que ce soit d'autres choses, je sais pas, les accélérateurs, les incubateurs, s'ils veulent se mettre ensemble puis funder ça, ça serait bien cool. Mais ouais, c'est manque de volonté politique et de funding, principalement. En tout cas, si jamais il y a un riche philanthrope qui nous écoute et qui a envie de financer un genre de plateforme pour former les médecins sur les best practices puis le développer, moi, je suis prêt à chipper in de mon temps parce que je sais, puis on le fera ensemble, puis avec ta gang, je suis sûr que tu en connais plein d'autres médecins techno. Oh, yes. Moi, j'ai tellement de plaisir dans l'OMD parce que j'apprends à découvrir la psychiatrie. Bruce, qui est un psychiatre de renom, il apprend l'AI, puis il m'explique comment le cerveau fonctionne, j'explique comment les systèmes neuronaux fonctionnent. Je sais que là-dessus, on a une différence d'opinion un peu sur comment les deux fonctionnent. On pourra en discuter. Je me souviens d'un vieux commentaire sur LinkedIn par rapport à ça. Mais ouais, c'est ça. Donc, il faut empowerer nos médecins. Moi, personnellement, j'aimerais savoir ton opinion là-dessus. Moi, je crois que d'ici 5 ans, ne pas utiliser un modèle comme aide au diagnostic ou se faire challenger pour un diagnostic, ça va être considéré de la mauvaise pratique. Écoute, on peut revenir sur le collège, là, parce que le collège, ils ont publié un petit document sur l'intelligence artificielle que j'aime bien, qui est assez large et généraliste, et dans lequel il y a un petit paragraphe qui dit que si les best practices pour telle affaire ou tel diagnostic, c'est d'utiliser l'IA, ils pourraient questionner le non-usage de l'intelligence artificielle par un médecin. Fait qu'ils ils ont vu loin. Là. En ce moment, il n'y en a pas tant que ça des use cases qui correspondent à ça, mais dans leur réflexion sur l'IA, ils ont déjà vu que, oui, un moment donné, ça va être quasiment... ça va être indispensable. Pour moi, c'est déjà indispensable, là, mais ça va l'être de plus en plus. Puis ça va être des mauvais soins de ne pas s'augmenter avec l'IA pour en prodiguer. Écoute, moi, j'ai vu un meeting, parce que, tu sais, on m'invite dans un paquet de meetings de médecine pour que je puisse apprendre puis comprendre. Puis j'ai vu, tu sais, dans une espèce de médecine holistique, là. J'ai vu un psychiatre avec un généraliste, avec un nutritionniste,
avec deux autres personnes, je me souviens plus qu'est-ce qu'ils faisaient. Puis là, ils discutaient ensemble d'un cas, d'un patient. Puis il y en a un dans la gang qui dit attends 2 secondes, je vais aller poser une question à OpenAI. Puis il est revenu, il a dit hey guys, il y a telle affaire peut-être. Puis là, tout le monde a fait comme ah ouais, ça pourrait. Donc, d'aide à la décision. Mais je suis content d'entendre que le collège dit ça. Ouais, quand même, Est-ce qu'au niveau des médecins, là, qu'est-ce qu'on peut faire? On a parlé là, formation, vetting d'outils. Fait que dans le fond, moi, ce que j'entends, c'est que les médecins, de par la structure ou la culture de la pratique de la médecine au Québec, d'avoir un saut d'approbation, ça rassurerait les gens, puis ça ferait en sorte qu'ils diraient OK, go, on l'utilise plus. Puis là, ils embarqueraient dans les gains de productivité pour pouvoir traiter plus de patients. C'est ça qu'ils ont besoin pour l'adoption. C'est ça que tu me dis? C'est dans les gros points forts, effectivement. Que ça soit validé, tu sais, on est des scientifiques aussi de base, là, fait qu'il y ait des petites preuves, des données, des études qui ont été faites sur les outils qui montrent que oui, ça diminue de X, Y, Z, tu sais, telle chose, là, d'avoir des choses concrètes, validées, puis crédibles pour nous convaincre de l'usage. Puis un petit pas rubber stamp, là, mais un vetting là, de ces outils-là. Mais c'est pas absolument obligatoire. En ce moment, il y a plein de médecins qui s'en servent d'outils d'IA. Au-delà des scripts, il y en a d'autres, notamment un truc qui s'appelle Open Evidence. Open Evidence, c'est merveilleux. Là. Tu poses une question, puis c'est une base de données qui rack dans les documents du New England Journal of Medicine, puis d'autres bases de données, puis qui va chercher. Moi, je pose la question, mettons, je vois un cas un peu spécial, là, je traite pas ça si souvent, là, je sais pas, de l'hydradénite suppurée, c'est quoi le traitement topique le plus efficace? Ben, plutôt que d'aller chercher sur UpToDate ou d'ouvrir un livre, je vais juste rentrer dans la boîte de questions, quel est le meilleur traitement pour X, Y, Z? Puis c'est un LLM qui me répond, qui va chercher dans une base de données vraiment bien curated la réponse. C'est des données américaines, on aimerait mieux avoir des guidelines canadiens qui sortent de là, mais c'est quand même très bien, très efficace dans le sens où pendant la consultation, je suis capable d'écrire la petite question, continuer de jaser avec mon patient, puis 1 minute après, j'ai de l'information avec des références qui me disent la ligne directrice pour telle affaire, c'est de faire tel traitement ou telle intervention. Fait que ça aide déjà d'une autre façon. Puis ça, je me permets de l'utiliser sans que ça soit homologué parce que c'est un peu comme ça, de chercher des références finalement. Oui, ben c'est qu'au lieu d'utiliser un moteur de recherche, tu utilises un moteur de réponse. C'est ça. Donc, puis après ça, tu as ta source vers le journal, donc le New England Journal of Medicine, puis tu y vas, puis that's it. J'ai une question pour toi, par exemple. Est-ce que, oui, c'est le fun parce qu'il te donne le lien boilerplate, mais tu demandes la question à O3, à Web Search, puis dire base-toi sur les journaux de médecine connue. Est-ce qu'il va te donner la même réponse? Non. Il ne donnera pas la même réponse. Sauf erreur, les OpenAI et leurs modèles, ils n'ont pas accès aux études. Les études, en sciences, en médecine, là, les études sont gated. Exactement. Exactement. Ils sont derrière un paywall, fait que je ne pense pas qu'ils y ont accès. Je pense qu'ils ont accès aux abstracts, puis qu'ils peuvent dire tel papier dit telle affaire, mais tu n'as pas accès à l'étude ou le guideline au complet. Fait que non, tu n'as pas les mêmes réponses. O3 est très, très bon pour du diagnostic différentiel. Ça a été testé. Les modèles réflexifs, si tu leur permets un long contexte de réfléchir longtemps, ils trouvent des bonnes réponses. Là. Ils sont forts en médecine, très forts, mais je ne m'en servirais pas de cette façon-là aujourd'hui. Okay. Cool. On a parlé de comment l'ordre professionnel peut faciliter l'adoption, ce qui est super important. J'ai vu juste avant qu'on rentre dans le post, parler d'éthique, d'environnement et tout le reste. Moi, je suis, plus que j'en apprends sur les systèmes neuronaux, plus que je vois des parallèles avec le cerveau humain. Puis je sais qu'on n'est peut-être pas d'accord là-dessus. Moi, écoute, parce que moi, je pense que dans la vie, tout le monde optimise pour un reward. Fait que quand tu as un système neuronal puis qu'il a son reward, ben il fait des essais, des erreurs, puis là, après ça, il va modifier ses weight and biases en rétropropagation, puis il va les ajuster pour optimiser pour son reward. Puis moi, je pense que dans la vie, je sais que mes chats optimisent pour se faire flatter. Avant, quand j'étais plus jeune, j'optimisais pour le cash. Tout le monde optimise pour quelque chose, puis je le vois, même mon fils le plus jeune, il y a 6 ans, je le vois là, qui apprend le langage comme un système neuronal. Moi, je vois plein de parallèles entre les deux. Ah non, moi, je suis
Plutôt d'accord avec toi, mais en même temps, je suis pas un neurologue, je suis pas un psychiatre, là, je suis un bête généraliste, mais moi aussi, là, puis tu sais, les réseaux neuronaux sont créés pour ressembler aux neurones humaines. Make Ben, sense c'est que ça ça. finisse par faire des choses qui se recoupent et se ressemblent. Euh, tu sais, l'apprentissage automatique en tant que tel, c'est de donner un paquet d'informations à un système qui fait des liens avec, puis qui les organise, puis les trie. Ouais, c'est un peu de même que le cerveau humain fonctionne. Là. C'est sûr, ça prend des quantités de données. Ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant. Tu sais, mettons, mon fils de 2 ans et demi, il a vu à peu près 8 chats dans sa vie. Il est capable d'identifier un chat très, 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 très clairement. Les grands modèles de langage, ben, initialement, là, les modèles disons, de reconnaissance d'images, de diffusion, et ça leur prenait des milliers d'images avant d'être capable de reconnaître un chat. Donc, il y a une similitude, mais il y a encore comme des différences significatives de performance où, tu sais, le cerveau humain, tu sais, un jeune de 16 ans, là, tu lui mets un volant dans les mains dans une voiture, là, il va apprendre à conduire très facilement. Les véhicules qui se conduisent automatiquement, il y a quelques camions au Texas là, qui commencent à faire ça, mais c'est compliqué. C'est pas évident. Il y a des choses dans le traitement de l'environnement, de la 3D, de la physique que le cerveau humain fait intuitivement, que l'IA, ça va prendre de la donnée, puis ça va prendre des Yann LeCun à se pencher là-dessus pendant longtemps avant que ça soit vraiment en mesure d'équivaloir le jeune de 16 ans qui apprend à conduire. Écoute, Yann LeCun, aujourd'hui, il a présenté un nouveau modèle de compréhension, ben sa version 2 de modèle de compréhension de la physique par le visuel. Ah oui, voilà. Parce que ce que les gens doivent. Parce que les gens. Tu sais, notre cerveau, tu as le module de langage qui vient de nos micros puis de notre speaker, mais tu as un module vidéo, compréhension du monde, que si je tiens ma bouteille comme ça puis que je la lâche, tu sais exactement ce qui va se passer. Ouais. Puis tu l'as deviné avant même que je la lâche. Donc, on a différents modèles qui travaillent ensemble pour la compréhension du monde. Un moment donné, justement, LeCun, je l'avais entendu au GTC à San Jose, puis il avait dit de quoi qu'il m'avait jeté à terre. Nos yeux processent 1,5 mégabytes seconde de data à notre cerveau. Fait que tu penses à ça, là, un enfant d'à peu près l'âge du tien a consommé en de data de ses yeux au cerveau est plus grand que tout le data qu'on a sur Internet en ce moment écrit. Ouais. Moi, ça me... Donc, à ce moment... Oh, vas-y. Ouais, non, mais c'est ça. Moi, dans le fond, en ce moment, il y a un peu une pensée qui dit que l'IA va avoir fait le tour de toutes les données. Puis que il n'y aura plus rien à entraîner. Ben, le monde est une source infinie, intarissable de données. Fait que, oui, la connaissance humaine, ce qui est écrit, ce qui est textuel, oui, les LLM vont avoir fait le tour, mais il reste tellement d'autres choses. Juste des capteurs de température, des capteurs de vent, des captures de moi, petite parenthèse de rien là-dessus, là. Je fais du homebrew. Je fais de l'alcool maison. Puis dans le homebrewing, il y a un truc qui s'appelle un tilt. Un tilt, c'est un petit hydromètre qui mesure la densité d'alcool, qui mesure la température, qui mesure un paquet d'affaires. Ben, des tilts de même, là, tu fais une petite pilule avec ça, là, tu la mets dans la bouche, ça va mesurer ta température, ta tension, ça va mesurer c'est quoi ton microbiote intestinal, ça va mesurer l'acidité dans ton estomac. Puis ça, c'est des données qu'on n'a jamais pu exploiter, utiliser en temps réel. Moi, quand je soigne un patient pour sa haute pression, là, son hypertension artérielle, j'ai une feuille de papier avec à peu près 8 valeurs, écrit un petit peu tout croche, puis j'essaie de me fier à ça. Maintenant, avec les wearable devices, les montres intelligentes, puis tout ça, on va avoir une quantité énorme de données qui vont nous permettre de mieux soigner nos patients, mais encore faut-il qu'on puisse s'en servir et qu'elles nous soient présentées de manière compréhensible. Parce que ça, c'est un de mes gripes là-dessus. Là, les patients qui arrivent avec leur téléphone et qui me disent « Checkez mon sommeil, docteur », puis là, ils passent leurs 22 nuits de sommeil, où je comprends à peu près. On va avoir une tonne d'informations pour aider nos patients, mais il faut qu'elles soient structurées d'une façon qui nous permet d'agir dessus pour aider. Mais ça va arriver parce que l'idée des MCP, c'est justement ça. C'est de permettre un protocole d'échange d'informations entre systèmes et entre agents pour faire en sorte qu'un jour, ton aide à la décision puisse communiquer avec le device de ton patient, mais on n'est pas rendu là. On n'est clairement pas rendu là parce que ce qui se passe à la Cité de la Santé, l'hôpital de Laval, à peu près 10 km de ma clinique, je n'ai aucune idée de ce qui se passe là. Fait que, on a beaucoup de travail d'interopérabilité à faire
en amont de pouvoir utiliser toutes nos données comme du monde. Mais oui, une fois que ça, c'est réglé... Puis si ça coûtait 1,1 milliard de dollars faire le système pour les plaques, imagine faire un vrai système de gestion de la santé. On bosse déjà sur quelqu'un. C'est ça. Mais tu vois, j'ai pensé à de quoi de super beau que j'ai jamais dit en parlant avec toi. Tu sais, parce que les modèles de langage en ce moment, ils ont lu l'Internet. Mais tu peux lire tous les livres du monde sur c'est quoi être en amour. Tu vas le savoir uniquement quand tu vas l'avoir vécu. Donc, c'est un bon moyen d'expliquer, de dire que les modèles en ce moment, ils ont cette limitation-là. Mais quand on va pouvoir mettre plus de sensors sur des robots qui vont se promener parmi nous, puis plus de data, ils vont être capables de faire beaucoup plus, puis ils vont être capables de nous aider encore plus. Puis c'est là qu'on s'en va, puis c'est beau. C'est nouveau. Les gens qui n'aiment pas l'innovation peuvent voir ça comme étant terrifiant, mais moi, j'imagine un monde où tout le data de mon biogénome et tout ça qui est processé pour me faire une vitamine sur mesure juste pour moi puis qui comprend mes problèmes, c'est l'avenir de la médecine. Puis c'est là qu'on veut aller. C'est là qu'on veut aller. Dans quelques années, l'agrégation de toutes ces informations-là, on va en générer de plus en plus des informations à propos de notre santé, la santé des patients. Ensuite, il va falloir mettre ça dans quelque chose qui va être capable de faire du sens de toutes ces données-là. Déjà, il y a des Microsoft puis Google là, qui travaillent très fort là-dessus. Ils ont des modèles multimodaux où ils regardent la génétique du patient, ses résultats de laboratoire des 10 dernières années, ses résultats de prise de sang. Ils regardent textuellement c'était quoi ses notes médicales. Ils regardent la pathologie de la tumeur qui a été regardée au microscope. Ils regardent les images de ça. Ils regardent les images de radiologie, des scans. En associant toutes ces données-là, je ne peux pas croire qu'on ne pourra pas mieux soigner plus efficacement. C'est sûr que les soins de santé ne vont que s'améliorer. Mais... Puis d'un point de vue, d'un point de vue législatif, j'avais vu une start-up en Suisse, j'avais rencontré le gars au GTC, il était sur le stage, puis je suis interagi 30 secondes avec, là. Mais il expliquait qu'il était capable de convaincre les hôpitaux d'envoyer du data anonyme sur tous les diagnostics. Puis oui, mais dans le contexte européen, là, fait qu'on s'entend que c'est la place que c'est le plus difficile. Donc, non seulement il a reçu les données, mais par-dessus ça, elles sont tous dans le cloud. Puis il a été capable de le faire en étant compliant. Donc là, il y a des modèles spécialisés pour cancer du poumon, des modèles... Il y a comme 6, 7, 8 modèles là, pour différentes pathologies. Puis là, les gens peuvent aller collecter les données, comparer les données, puis le système peut leur feeder du data basé là-dessus. Écoute, en conclusion, peut-être quelques minutes, OK? On en jasera le temps qu'on a envie d'en jaser, mais tu as fait une publication sur Trail. Un programme que tu as fait qui parle d'éthique, de gouvernance, d'environnement, de responsabilité. Puis moi, je suis très critique par rapport à ça. Parce que je me dis, l'éthique, c'est simple. Tu fais pas aux autres ce que tu veux pas que les autres te fassent. Tu vas pas faire à un AI quelque chose que tu voudrais pas qu'un AI te fasse. Fait tu sais, puis tu veux respecter les croyances de chacun, les limites de chacun. Je dis, tu sais, check. Puis il faut dire aussi que dans mon domaine, tu sais, on était une couple à être tôt là, dans l'adoption de l'IA. Puis ça m'est arrivé 2 fois dans le dernier 3 mois que des gens que je connais qui se tenaient à jour comme moi m'ont dit « OK, non, regarde, c'est trop, je me pars une start-up de gouvernance. C'est pourquoi? Ben parce que quand tu parles de sujets immuables et non mesurables, comme la gouvernance, l'éthique, la stratégie, des affaires de même, ben t'es jamais devant le fait accompli, tu sais, ton agent, il marche-tu ou il marche pas? Puis c'est quoi son taux d'erreur, tu sais? Donc, moi, je vois ça un peu comme, je dis toujours à la blague quand je fais des conférences, si quelqu'un vous parle trop d'environnement puis d'éthique, c'est qu'il ne sait pas comment faire de l'IA. Fait que là, voici mon opinion là-dessus. Tu m'as déjà fait changer d'idée une fois, je t'invite à me faire changer d'idée une 2e fois. Les préoccupations éthiques par rapport à l'intelligence artificielle, c'est important dans toutes les sphères de la société, mais particulièrement en santé, où on a déjà beaucoup de laissés pour compte. Les gens qui habitent en région éloignée, loin d'un hôpital, à des heures d'avion, ils ont des soins inférieurs aux autres. Les gens qui ont sans domicile fixe, les gens qui sont issus de l'immigration, les gens qui sont allophones, tous ces gens-là reçoivent déjà des soins qui sont inférieurs.
si on intègre des outils d'IA qui ont ces barrières-là sans penser à inclure les gens plus démunis ou plus laissés pour compte par le système, on va juste faire grandir les inégalités. Puis ces gens-là vont se retrouver à être plus malades, ils vont finir par nous coûter plus cher à soigner parce qu'ils n'auront pas été adéquatement dépistés, ils n'auront pas été adéquatement pris en charge. Donc, d'avoir juste une petite idée au début, là, quand tu pars ton projet d'AI, que OK, est-ce que ça va être équitable pour tout le monde? Est-ce que j'oublie du monde? Y a-t-il laissé pour compte? Est-ce qu'on permet de répondre aux besoins de tous plutôt qu'à une petite portion de la population? C'est une part de la réponse par rapport à ça, mais les questions, c'est quand même important. Mais tu sais, c'est sûr que c'est important. Mais regarde, ça, là, une réponse comme ça passe avec un journaliste. OK? Mais tu sais, moi, dans la vie, je crois rien. OK? Genre, la seule affaire que je crois dans le journal, c'est la date de la journée. Puis je fact-check tout. Puis mon médecin de famille, là, Amélie, je t'aime si t'écoutes ça. OK? Mais tout ce qu'elle me dit, après ça, je m'en vais tout checker pour être certain. Tu sais, je suis comme ça dans tout. OK? Je suis heureux dans mon mariage. Je sais pas comment c'est arrivé, là, mais en tout cas, sinon, tu sais, je check tout. Fait que quand tu me dis ça, là, dis-moi un cas pratique. Comment quelqu'un en région éloignée pourrait être moins bien soigné à cause qu'il y a de l'utilisation d'intelligence artificielle. Ou un allophone serait moins bien soigné parce que le médecin utiliserait l'intelligence artificielle. Donne-moi un exemple. Oui, mais simplement si le patient n'y a pas accès. T'sais, l'équité, c'est que tous les citoyens peuvent avoir un accès égal. Fait admettons que il y a un super outil d'intelligence artificielle qui va nous permettre, en fait, je vais prendre un exemple qui existe. Navigue. Navigue, c'est un outil d'IA qui va permettre d'orienter les patients vers le bon, là, M. Dubé va être content, là, le bon professionnel au bon moment pour le bon soin. Mais admettons que cet outil-là, il est juste en ligne, puis que, toi, tu n'as pas Internet. T'sais, oui, on est en 2025, mais mettons que c'est pas dans tes valeurs ou que tu n'as pas de téléphone ou quoi que ce soit, tu n'as pas accès à ce super outil-là. Fait au lieu de te faire bien orienter puis de voir, mettons, ton pharmacien le deuxième jour que tu as ton Zona, le Zona, il faut le traiter en dedans de 3 jours pour que ça soit efficace, le traitement, là, toi, tu vas pouvoir roter, tu vas essayer d'appeler, tu n'auras pas accès à la ligne, puis au lieu de te faire trier puis envoyer à ton Jean Coutu communautaire instantanément, tu vas juste être laissé pour compte, puis tu vas voir un médecin, probablement au jour 5, si tu es chanceux, qui va te dire il n'y a plus rien à faire, je peux pas te traiter parce que ça fait plus que 3 jours que ton Zona est installé. Fait que dans le fond, l'éthique de l'IA, c'est l'accessibilité à l'IA. Pas que, mais oui, ça fait partie. Dans l'IA éthique, il y a ça. Il y a l'accessibilité et l'inclusion. Oui, les préoccupations environnementales, c'est un autre chapitre. Mais oui, c'est d'avoir accès à ces soins-là puis que l'IA ne devienne pas une barrière supplémentaire. Ouais, c'est sûr qu'il ne faut pas que l'IA devienne une barrière supplémentaire, mais c'est juste que pour moi, cet aspect-là de l'éthique, c'est tellement juste du gros bon sens. Le gros bon sens dans notre société capitaliste, en tout cas, on va rentrer dans d'autres débats, là, mais c'est pas le gros bon sens qui mène toutes les décisions, là, David. C'est autre chose. Moi, tu vois, je crois... là-dessus, tu vois, je pense que là, on a une divergence d'opinion, parce que moi, je crois que c'est le gros bon sens puis le capitalisme qui permet toutes les innovations technologiques qu'on a. La seule affaire qu'ils sont capables de faire à Québec, c'est d'écrire des règlements. Ils règlent rien. Puis quand ils envoient des chèques à des gens, c'est qui fait l'ouvrage? C'est des entrepreneurs qui font l'ouvrage. Quand c'est le temps de bâtir quoi que ce soit, de développer quoi que ce soit. Fait que c'est le capitalisme, c'est la main invisible d'Adam Smith qui règle les problèmes. Il faut juste pas que le capitalisme soit sauvage. C'est correct qu'il soit encadré. Mais ce qui est triste, c'est qu'on utilise l'éthique comme une excuse pour ne pas bouger. Puis quand on dit, OK, mais l'éthique, c'est quoi? On dit, c'est l'accessibilité. Laisse-moi bouger, vierge, puis je vais t'en donner de l'accessibilité. Parfait. C'est là mon point. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui font les philosophes. L'aristocratie en haut fait de la belle philosophie, mais c'est de dire, ouais, mais vous parlez du sexe des anges. Et nous, ce qu'on veut, c'est traiter des gens. Il y a un juste milieu à trouver dans tout ça. Trop de barrières, trop de limitations, il faut réfléchir pendant 5 ans avant de starter un projet. Non, ça aide pas. Puis oui, on a besoin des innovations. Puis oui, l'entrepreneuriat privé puis les startups, c'est de là que ça vient, l'innovation, le plus souvent. Par contre, je vais prendre un autre exemple. Là. On parlait tantôt de médecine genre de précision, puis de la médecine de la longévité. Ça a trait la cote. Là. Ça, en ce moment, là, c'est rising. De donner des soins ultra spécifiques, ultra personnalisés à quelqu'un pour le faire vivre jusqu'à 140 ans.
Est-ce que tu penses que les personnes à faible revenu sur l'aide sociale, tu sais, les gens qui ont pas trop de moyens vont se payer ces services-là qui vont être, je sais pas, 1000 pièces par mois, par année? Ben non. Puis ben, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il y a des gens qui vont vivre jusqu'à 140 ans et d'autres qui n'auront pas accès à ces choses-là parce que ben, la médecine Ouais, de mais Samuel, longévité, c'est des compagnies qui veulent du profit, là. C'est des compagnies qui vendent un service mais, puis qui le vendent à un price tag où ils peuvent faire de l'argent, ils peuvent aider du monde, mais pas tout le monde. Fait que, tu sais, le gros bon sens, il mais s'applique Samuel, moyen à ce c'est... moment-là. Ouais, mais ça, bel exemple, tu sais, d'hyperbole de où on s'en va, mais Mhm. aujourd'hui, même Ben, pas c'est ça. aujourd'hui, La médecine de depuis la les longévité, ça se 50 fait là, là. dernières années, attends, mais oublie, oh, oui, mais la médecine de longévité, fine, OK? Ouais. Mais juste, oublie la médecine de OK. longévité. Ton espérance de vie est totalement corrélée avec ton niveau d'éducation. Oui. Déterminants sociaux Donc, de la santé. ton espérance de vie est déjà totalement corrélée avec ton statut social. Mhm. Les pauvres meurent plus vite, les riches vivent plus longtemps. C'est comme ça depuis toujours. Et ce que la technologie fait, c'est qu'elle fait juste amplifier Mhm. ce que nous faisons déjà. Ouais. Donc là, si l'écart est de, je sais pas, il est de combien, supposons qu'il y ait 7 ans, 10 ans, puis on est habitué par ces 7 ans, 10 ans, ben la technologie va rendre l'écart de 40 ans. Puis je peux même te dire plus loin que ça, il y a des gens que je reconnais, là, c'est pas genre quelqu'un qui connaît quelqu'un que je connais, qui travaille en ce moment pour que les machines puissent avoir des droits, pour que tu puisses avoir un modèle qui t'incarne toi, puis qui puisse continuer de gérer tes avoirs en ton nom, pour que ton esprit vive pas 20 ans de plus, pour Éternellement. toujours, Oui. C'est éternellement. effrayant. Donc, c'est ça. Puis, au niveau... J'ai pas dit que j'étais pas ou que j'étais contre. Je fais Non. juste dire, il y a des gens que je connais qui travaillent là-dessus en ce moment et ils sont financés d'une manière Oui, hallucinante. c'est sûr. Puis au niveau de l'environnement, je l'entends, là, l'environnement, là, tu sais, quelqu'un m'a chicané parce que j'avais fait une requête là, sur ChatGPT, là, puis ils m'ont dit que j'étais en train de tuer la planète. Là. L'électricité requise pour un token aujourd'hui là, est genre à peu près 5% de ce que c'était v'là 3 ans. Puis on sait que la prochaine génération de GPU, passé les Blackwell, vont être 30 fois plus performants en termes de consommation d'électricité de qu'est-ce qu'on a là. Avec les engagements des GAFA d'utiliser l'énergie renouvelable, puis avec les découvertes scientifiques potentielles qu'on pourrait faire avec l'IA, qui pourrait nous emmener à la fusion là, nucléaire, là, je veux dire, l'enjeu de l'environnement, on va rire du fait qu'on consommait des combustibles fossiles. Là. Fait que de ne pas utiliser l'IA au nom de l'environnement, c'est comme de dire on ne fera pas d'enfants parce qu'un enfant, ça produit du CO2. Là. Je le comprends pas, cet argument-là. Je te demande pas de le défendre, je sais juste Non. que tu as suivi une formation par rapport à ça, puis ça semblait Ouais. formidable. Fait que Uh-huh. j'essaie de voir comme, ben, il est où l'enjeu environnemental avec l'IA? Ben, c'est que de s'en servir sans fin vraiment utile ou pertinente, tu sais, t'as vu passer certainement les trends de se faire des starter packs puis de, tu sais, de générer des images qui finalement n'ont pas vraiment avancé beaucoup la société. Ça a fait un petit rire, mais c'est tout. Tu sais, il y a l'utilisation d'énergie dans un contexte où ben nous, on n'est pas pire au Québec. Là. Notre énergie, elle vient surtout de l'hydroélectricité, mais toutes ces générations-là qui viennent de combustibles fossiles, ben, c'est pas génial. Là. Le réchauffement climatique, c'est vrai, ça existe, c'est un problème. Il faut essayer d'un peu rationaliser notre utilisation, mais je te rejoins complètement sur le fait que les innovations qui vont découler de l'intelligence artificielle vont finir par balancer cette utilisation-là. Je regarde juste l'exemple personnel des médecins qui, s'ils ne passent pas 2 heures à taper leurs notes sur leur laptop, à juste consommer de l'électricité avec leur écran, puis tout ça, puis à la place, ils ont juste utilisé un speech-to-text, puis un LLM qui ont fait leurs notes, puis ça a pris 2 secondes. Ben, déjà là, peut-être qu'il y a un gain d'électricité. Fait que je suis quand même optimiste que, puis c'est vrai, comme tu dis, ça coûte de moins en moins cher, puis on va utiliser des modèles, je pense, peut-être plus petits, peut-être plus localement, ou Yeah. on peut avoir des gains d'utilisation d'énergie par rapport à faire tourner des gigantesques modèles là, Écoute, sur le cloud. Écoute, je te fais une plug. Écoute, on va finir là-dessus. Je vais te plugger un futur podcast qui s'en vient. Là, la date est à déterminer. Avec quelqu'un au gouvernement qui paye des ingénieurs pour faire des small language models. Ben oui. Ben oui. Puis moi, là-dessus, j'ai eu un gros débat avec un gars de H2O
sur la distillation des grands modèles et le coût de faire la distillation, le coût humain, tu sais, on parle d'environnement. Là. Fait que, tu sais, oui, tu peux penser au CO2 que tes programmeurs pompent, là, mais pense à comment tu payes à l'heure versus d'utiliser un petit modèle à la 4.1 mini par rapport au coût, puis les mettre à la fin. Donc, c'est une discussion qui s'en vient sur le podcast. Écoute, Samuel, merci. Vraiment une belle conversation. Merci d'avoir pris le temps. Et puis, j'espère que ça a été aussi agréable pour toi que ça a été pour moi. Merci beaucoup, Samuel. Tout à fait. Merci de m'avoir invité. C'est l'heure d'ouvrir grand les esprits dans ce jeu d'idées où tout s'allie. Les mots s'envolent en un tourbillon. Bienvenue sur Dialogue, attention. Tout devient clair quand les têtes s'allument dans un clash d'idées qui se rassemblent et se résument. Dialogue avec éclat dans chaque échange, l'écran brille, chaque mot dérange. Prêt à plonger dans des questions folles, les réponses jaillissent sans protocole. Les débats s'enchaînent sans fin ni pause. Quand la pensée explose, c'est grandiose. Tout devient clair quand les têtes s'allument dans un clash d'idées qui se rassemblent et se résument. Dialogue avec éclat dans chaque échange, l'écran brille, chaque mot dérange. Là où les cerveaux se rencontrent, les frontières des idées s'effondrent. Un univers où chacun s'explique, c'est l'énergie des années électriques. Tout devient clair quand les têtes s'allument dans un clash d'idées qui se rassemblent et se résument. Dialogue toujours plus loin, on explore avec nos esprits en effet.